Sur le front des inondations, stabilisation dans le nord du pays, mais beaucoup d'inquiétudes dans le sud-est. La neige a d'autre part paralysé aujourd'hui les régions Rhône-Alpes et Auvergne. Reportage de nos envoyés spéciaux dans ce journal. Embouteillage aux portes des casernes françaises. Près de 20 000 jeunes voient leur incorporation reculer de plusieurs mois, perturbant passablement leur projet professionnel. Grande première en France, la Banque de France est désormais indépendante du pouvoir politique. Notre invité, Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque centrale, nous dira ce qu'il entend faire de cette indépendance. Mini-scandale dans la communauté catholique, un condamné à mort pour le meurtre d'un policier et guillotiné en 1957 pourrait être béatifié. Tel est en tout cas le souhait du cardinal Lustiger. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, avant de développer ces titres et dans notre grande série On n'arrête pas le progrès, cette innovation qui nous vient tout droit de Johannesburg et qui risque de révolutionner notre vie de consommateur. Le hic, c'est que cette invention risque également de mettre des milliers de femmes au chômage. Je ne vous en dis pas plus et laisse la parole à Patrick Esther. Demain, dans votre supermarché préféré, lorsque vous perdrez tranquillement votre temps dans les files d'attente, à l'instant de payer vos achats, vous aurez tout le loisir de repenser, avec envie, à l'invention d'une société sud-africaine. Fini la caisse enregistreuse, vive le tunnel magique. Vous glissez votre chariot et paf! En 4 secondes, l'addition tombe, vous n'avez plus qu'à régler la somme après avoir contrôlé le nombre d'articles. Michael March, l'inventeur, nous l'affirme. La machine, elle, ne peut pas se tromper. Et ceci, quelle que soit la position et le nombre des produits contenus par le caddie. Un détail, celui-ci est en plastique. Et pour cause, ce scanner utilise les ondes radio. Couplé à un ordinateur, il peut même enregistrer 50 articles par seconde en fournissant les détails de chaque produit. Le secret, un petit réflecteur d'ondes radio de forme bien précise, imprimé tout simplement sur l'emballage ou même à l'intérieur si celui-ci est en carton. Fini les attentes, fini les vols, fini les caissières, mais bonjour l'augmentation du chômage. Après la pluie, la neige, le grand manteau blanc, comme disent mes confrères en mal de clichés, a provoqué d'importantes perturbations en région Rhône-Alpes et Auvergne aujourd'hui. Routes bloquées, autoroutes fermées, trains en retard, le tunnel du Mont Blanc est fermé à la circulation et dans la Loire, 80 000 foyers sont privés d'électricité. Reportage de nos correspondants Françoise Vallée, Olivier Jacquelin. Lyon sous la neige, une image carte postale dont les automobilistes se seraient bien passés. Même la météo s'est laissée surprendre. Elle annonçait pour aujourd'hui des pluies, de la neige à partir de 1000 mètres d'altitude seulement. Résultat, une belle pagaille sur toutes les routes de la région. Contournement de Lyon coupé, périphérique surchargé, routes secondaires difficiles à emprunter. Au nord de Vienne, c'est une ligne à haute tension qui a cédé sous le poids de la neige. Les trafics sur l'autoroute A7 et sur la ligne SNCF Lyon-Marseille ont été interrompus une bonne partie de la journée. Ce soir, 70 000 foyers sont encore privés d'électricité. Une rude journée pour les services de voirie. Même sur l'autoroute, ils ont eu beaucoup de mal à déneiger. On a commencé même qui neige. On a fait des bressallages avant qui neige, mais seulement vu la neige qui tombait abondante, automatiquement les poids lourds sont bien patinés. Ce soir, les chasse-neige sont enfin venus à bout du col du Grand Bœuf, entre Chanas et Valence. La plupart des grands axes ont été rendus à la circulation. La neige s'est arrêtée de tomber, mais attention demain matin au brouillard et aux plaques de verglas. Nathalie Rouet nous le confirmera juste après ce journal. Météo France prévoit pour demain plutôt une accalmie, même si le ciel devrait rester très pluvieux le long des frontières de l'Est. Répit bienvenu pour tous les responsables concernés, alors que le plan Orsec est toujours maintenu dans les Alpes de Haute-Provence. Situation difficile également dans le Vaucluse, avec plusieurs centaines d'évacuations à Apt, Cavaillon, Bédaride. La population a également été mise en état d'alerte à Vaison-la-Romaine. Reportage avec nos correspondants Patrice Vollet, Bernard Connor. La Durance, tumultueuse, large, envahissante, symbole du Vaucluse submergé. De Pertuis jusqu'en Avignon, des kilomètres de crues, routes coupées, digues éclatées, terrains et maisons inondés. L'eau a pris toutes les libertés depuis hier soir, et ce dans tout le Vaucluse, dans tout le sud-est. Alors il a fallu évacuer ici un centre d'enfants près d'Apt, mesure préventive. Là, des familles entières assisteront. Juste une valise vite faite à la main, direction un lit de fortune. Alors il a fallu pomper pour atténuer les dégâts des eaux. Louvèze faisait encore des siennes de Vaison-la-Romaine à Bédaride. Il y a une psychose.
suite à 92, ça c'est compréhensible. Mais enfin, on connaît quand même ces phénomènes à Bédaride. Hein. Et ça arrive qu'on ait 2-3 fois par an des phénomènes comme celui-ci. Mais au plus ça va, j'ai l'impression qu'au moins on comprend l'Ouvèze. Avec le jour pouvaient commencer les grandes manœuvres, par exemple soulager les ponts encombrés de troncs d'arbres. Ou bien rechercher un enfant disparu, Jordi, 12 ans, emporté par les eaux à Venasque. Mais que de lassitude devant ces débordements successifs, car il faudra encore reconstruire. On abandonne, mais je crois qu'on ne restera pas cette fois-ci. Là, on n'a plus rien, ni pour dormir encore, plus rien du tout. Hein. Puis 5 h du matin, on est encore là-dessous à attendre que quelqu'un vienne. C'est quand même grave, hein. Non, moi je suis découragée. Ce soir, une préoccupation majeure, la crue du Rhône. Déjà, Avignon est assiégée. La côte du fleuve, 7,30 m au lieu de 3,50 m en temps normal. De quoi inquiéter la Camargue toute la nuit. On vient de vous le dire précisément, les spécialistes redoutent une crue historique du Rhône et la Camargue, déjà éprouvée en octobre dernier, pourrait être à nouveau submergée dans les heures qui viennent. La digue de Figares, qui avait alors cédé sous la pression des eaux, a dû être, vous le voyez sur ces images, surélevée cet après-midi en toute hâte devant la montée inquiétante du Petit Rhône. Les caprices du ciel ne touchent pas que notre pays bien-aimé, bien au contraire. Le mauvais temps est quasi général, même au Maroc, du côté de Tanger. Il a d'autre part neigé en Andalousie. La tempête fait rage sur les côtes du Portugal et le sud de l'Angleterre est sous la neige. Marie-Hélène Bonneau. L'Allemagne au confluent de la Moselle et du Rhin. Depuis Noël, ces rues sont recouvertes d'eau. Les piétons s'habituent presque aux passerelles aménagées pour leur déplacement. En Angleterre, la nuit dernière, de fortes chutes de pluie et de neige ont bloqué le trafic routier, aérien et ferroviaire. La circulation a été interrompue au nord de Londres. Des intempéries qui ont causé de nombreux accidents et bouchons. Les voitures en panne ont été abandonnées. Au sud de l'Angleterre, des pluies diluviennes ont entraîné le gonflement subit des rivières. Ces pluies devraient maintenant se déplacer vers l'Écosse et l'Irlande du Nord. Tempêtes, pluies torrentielles, les intempéries touchent aussi le sud de l'Europe. En Espagne, d'importantes chutes de neige, comme ici dans les Asturies, ont créé sur les routes de graves perturbations. Dans les Pyrénées, au nord-est du pays, on craint les avalanches, l'alerte a été donnée. L'Espagne toute blanche, où il a neigé jusqu'à l'extrême sud de l'Andalousie. La spectaculaire opération de police menée début novembre dans les milieux islamistes de France vient de connaître 2 mois après un rebondissement tout à fait inattendu. Selon François et Le Figaro, certains documents opportunément retrouvés au domicile de Moussa Kraouch, l'un des Algériens interpellés à l'époque, pourraient en fait provenir d'un service de police. Pour y voir plus clair, le juge d'instruction a décidé de faire expertiser ces documents, tandis que Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur, saisissait en urgence la police des polices. Enquête, Michel Fine, Alençon. Si l'accusation n'était aussi grave, elle aurait pu prêter à sourire. Mais au ministère de l'Intérieur, on n'apprécie guère ce genre d'affaires. Voilà pourquoi Charles Pasqua a demandé d'urgence une enquête de l'IGPN avec rapport dans la journée. Depuis ce matin, dans les bureaux de la police des polices, défilent des inspecteurs et des commissaires. En particulier, ceux de la 6e division de police judiciaire chargée de la lutte antiterroriste. Le 9 novembre dernier, lorsque la rafle dans les milieux islamistes est lancée, ce sont eux qui coordonnent les opérations. Parmi les 80 personnes interpellées figure Moussa Kraouch, porte-parole de la fraternité algérienne en France. Chez lui, à Taverny, les policiers ont saisi des copies de plusieurs documents. Des communiqués du groupe islamique armé, mais aussi le texte remis à l'otage Michel Thévenot par ses ravisseurs le jour de sa libération. Ces documents, l'un des inspecteurs de la 6e division va les donner à l'identité judiciaire afin de les faire examiner. Sa conviction est que ces lettres seraient des copies déjà détenues par certains services de police et qu'elles pourraient avoir été déposées chez Moussa Kraouch à son insu. Monsieur Kraouch a essayé de trouver toutes les hypothèses pour expliquer la présence de ce document dont il a toujours dit qu'il ne l'avait jamais vu. Si Monsieur Kraouch vous a dit qu'il n'avait jamais vu ce document, pourquoi vous-même n'avez-vous pas demandé une expertise du document? L'expertise déjà quand... L'expertise du document, déjà quand monsieur... D'abord, il est difficile à moi d'imaginer une manipulation aussi grossière. Et puis, très rapidement, on m'a signalé que déjà cette expertise était en cours. En fait, les policiers sont formels. Entendu à plusieurs reprises lors de sa garde à vue, Moussa Kraouch n'a jamais nié que ces documents lui appartenaient. Il a même donné les noms de ceux qui les lui avaient envoyés.
Ces lettres seront donc à nouveau expertisées. Quant à l'inspecteur de la 6e division de police judiciaire, il a déjà fait l'objet d'une mutation. Autre affaire qui prête à polémique, la récente expulsion du territoire français de 2 Iraniens réclamés par la justice helvétique. Hier, François Mitterrand a affirmé devant les journalistes qu'il avait été en quelque sorte mis devant le fait accompli. Moins soumis au devoir de réserve, Michel Rocard a été beaucoup plus critique. Balladur nous dit affaire d'intérêt national, pour le reste circulé, il n'y a rien à voir. Qui peut dire, affirme Michel Rocard, que l'intérêt national puisse être servi en accréditant que l'idée que la France cède au chantage en relâchant des terroristes. Le gouvernement suisse semble lui aussi trouver un peu courte l'explication de l'intérêt national. Réaction du chef du département fédéral de la police et de la justice. Et je ne connais pas encore les vrais motifs derrière ce comportement de la France, mais je peux quand même dire que quand nous avons extradé des Iraniens qui sont soupçonnés d'avoir participé au meurtre contre Bakhtiar, alors là, il y avait aussi certains risques pour nous, mais nous avons quand même agi. Et la France n'a vraiment pas fait la même chose, et pour ça, je dois dire, il nous faut vraiment d'autres explications que seulement cet appel à l'intérêt national. La traditionnelle cérémonie des vœux a été cette année l'occasion de quelques échanges aigre-doux, à distance bien sûr, entre le chef de l'État et le Premier ministre. Par exemple sur l'abrogation de la loi Fallou. Hier, sans le dire, tout en le disant, François Mitterrand a apporté son soutien à la manif du 16 organisée par les laïcs. Réponse aujourd'hui d'Édouard Balladur, n'utilisons pas l'école comme arme d'un combat idéologique dépassé. Et au président qui insistait pour que se mette en place un contrat social pour l'emploi, le Premier ministre réplique qu'il est un habitué de la concertation. La société française ne sera pas réformée sans la consultation et la coopération de tous. C'est mon intime conviction depuis longtemps. C'est pourquoi j'ai tenu à réunir les organisations syndicales et patronales à 2 reprises déjà pour un large tour d'horizon au mois d'avril dès ma prise de fonction et au mois de septembre. Et j'espère qu'on me permettra de le dire, je crois être parmi les hommes politiques ou les hommes publics de notre pays celui qui a, ou l'un de ceux qui a la plus ancienne expérience en matière de politique contractuelle. Ce dialogue social est indispensable à la bonne marche de la France. Arlette Chabot, Édouard Balladur, début d'année un petit peu rude, il est un petit peu sous tous les fronts, même si ça reste soft pour l'instant. Oui, en une semaine, en tout cas, Édouard Balladur a subi les tirs croisés d'un François Mitterrand, on l'a vu, l'incitant à relancer le dialogue social, mais aussi de Jacques Chirac souhaitant une autre politique pour l'emploi, de Raymond Barre qualifiant de maladresse insigne les conditions de modification de la loi Fallou, tandis que la gauche mobilise pour la défense de l'école laïque et que Jean-Louis Debré rappelait que Jacques Chirac est bien le candidat naturel du RPR à l'élection présidentielle. Alors en face aujourd'hui, Édouard Balladur a choisi de réaffirmer d'abord sa méthode, réforme dans l'adhésion, son personnage, il est serein et il dit aux Français qu'il ne fait pas de politique, lui, qu'il se consacre au redressement de la France. Mais il réplique aussi aux leçons sociales de François Mitterrand et Jacques Chirac par l'annonce de nouvelles mesures sur l'emploi et d'une réunion syndicat-patronat à Matignon dans les semaines qui viennent. Pour parer les coups politiques, il veut imposer le silence aux ministres et aux responsables de la majorité sur l'élection présidentielle. Ce ne sera pas évidemment le plus facile, mais c'est une manière pour lui de tenter de bloquer le départ en campagne de Jacques Chirac. Édouard Balladur essaie donc de tout maîtriser, de s'assurer une tranquillité pour gouverner, car il sait qu'il doit réussir, notamment dans le domaine de l'emploi. Homme de l'année 93, il doit contrôler 94, car s'il n'en parle pas, il a sûrement envie d'être l'homme de l'année 95. Merci Arlette Chabot. Nouveau record historique à la Bourse de Paris aujourd'hui, le fameux indice CAC 40 dépassant pour la première fois le seuil des 2300 points, soit une hausse de 1,4%. Euphorie également au ministère du Commerce extérieur. La balance commerciale de la France a en effet dégagé en octobre un nouvel excédent, 8,7 milliards de francs, qui s'ajoute aux 9,9 milliards de septembre. Le ministre Gérard Longuet prévoit un solde positif global de 82 milliards pour l'année 93. Petit point noir tout de même, cet excédent est surtout dû à une nouvelle rechute des importations qui s'explique par la baisse de l'activité économique. Grande première historique, la France est désormais dotée d'une banque centrale indépendante du pouvoir politique. La loi d'août 93 est entrée en vigueur cette semaine
avec la nomination en Conseil des ministres des membres du CPM, le Conseil de la politique monétaire. 9 pilotes sont donc désormais à la barre du franc. Skipper principal, le gouverneur de la Banque de France, Jean-Claude Trichet, qui est notre invité, avant de l'entendre en compagnie de Luc Bazizin et de Jean-Louis Boussert, un rappel du fonctionnement de notre Banque centrale, dorénavant en principe totalement autonome du bon vouloir des politiques. Dialoguer, oui, mais obéir, non. C'est un devoir imposé par la loi article 1. La Banque de France ne peut ni solliciter ni accepter d'instructions du gouvernement ou de toute personne. Ce serait ça l'indépendance. Les 9 sages installés depuis ce matin vont donc devoir inventer une nouvelle façon de travailler. Chacun apportera sa sensibilité. Celle d'un journaliste, Jean Boissonnat, qui a dû renoncer à ses fonctions de directeur général du groupe Expansion. Celle d'un ancien ministre socialiste de l'économie, Michel Sapin, qui n'avait pas été réélu lors des dernières élections législatives. Un industriel, un assureur et enfin la seule femme, Denise Flouza, économiste et universitaire. La seule à ne pas être totalement favorable à l'idée du Francfort. Tous ont une mission dictée par la loi. La Banque de France définit et met en œuvre la politique monétaire dans le but d'assurer la stabilité des prix. Il s'agit donc de maîtriser l'inflation. Les 9 sages sont maintenant les seuls gardiens du franc, une liberté nouvelle dont ils ne pourront jouir en fait pleinement que pendant 5 ans. Si le calendrier est respecté, le 1er janvier 1999, la Banque centrale européenne prendra le relais et définira seule la politique monétaire des 12. Monsieur le gouverneur de la Banque de France, bonsoir. Merci Jean-Claude Trichet d'avoir répondu à notre invitation parce que vous êtes un homme qui est extrêmement rare sur les plateaux de télévision. Je crois même que c'est la première fois que vous vous exprimez ainsi publiquement. Merci donc. Donc on vient de le voir, désormais vous avez la garde de la planche à billets. Pour résumer, le pouvoir politique a perdu l'un de ses attributs essentiels, le pouvoir battre monnaie quand ça va mal. Jean-Pierre Chevènement parle d'abdication. Vous savez que cette autonomie de la Banque de France a eu quelques critiques dans le monde politique. Alors question tout à fait directe, est-ce que on ne risque pas de voir la France suivre l'exemple de la Bouba allemande qui privilégie beaucoup la monnaie par rapport au chômage, par exemple ? C'est vrai que c'est une transformation historique très très importante et c'est vrai que peut-être c'est la plus importante depuis que la Banque de France a été créée que de confier à 9 sages, comme vous le disiez à l'instant, qui sont censés ne pas recevoir d'instructions et ne pas solliciter d'instructions. Pas seulement du gouvernement, d'ailleurs de quiconque. Et donc c'est une révolution. En même temps, je dois dire, et c'est très important aussi, que l'indépendance de la Banque de France, ça ne veut pas dire que la Banque de France est hors de la démocratie, qu'elle est sans relation avec le pays tout entier, son opinion et ses institutions représentatives. Nous avons des relations avec l'exécutif qui sont dans la loi. D'ailleurs, le Premier ministre et le ministre des Finances peuvent participer, le ministre de l'Économie peut participer aux réunions des sages, sans voter, naturellement. Le Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale ont également des liens organiques avec nous. Nous faisons rapport au Président de la République, je fais rapport au Président de la République, je fais rapport au Parlement. Monsieur le gouverneur, est-ce qu'il n'y a pas un petit hiatus? Parce qu'en vous installant, Édouard Balladur a dit « La Banque de France se doit de soutenir la politique économique de la France ». Alors, quelle est précisément votre marge de manœuvre? Vous êtes indépendant, mais vous devez même soutenir la politique du gouvernement. Ça, c'est une disposition législative que l'on retrouve dans toutes les lois sur l'indépendance des banques centrales. Nos voisins d'outre-Rhin ont exactement le même texte qui veut dire que, naturellement, la politique monétaire s'inscrit dans un contexte de politique économique générale, mais l'indépendance de la politique monétaire, l'indépendance des sages est totalement garantie par la loi en France comme en Allemagne. Le Premier ministre a déclaré il y a peu « La France n'est plus en récession depuis quelques semaines ». Cette opinion n'est pas du tout partagée par beaucoup de patrons qui sont au contraire extrêmement pessimistes. Alors, vous êtes indépendant, qui a raison? Le pessimisme des patrons ou l'optimisme du Premier ministre? Nous avons, les 9 sages ont la garde de la monnaie, comme vous venez de le dire, et la garde de la monnaie pour le compte du pays et pour le compte de l'ensemble des Français. Nous ne sommes pas nous-mêmes des conjoncturistes et je ne me prononcerai pas sur le point de savoir si la reprise est totalement affirmée. Et vous pouvez l'accompagner. Néanmoins, je vous dirai 2 choses. La première, lors de notre dernière enquête de conjoncture, nous avions noté effectivement qu'il y avait un certain nombre d'éléments positifs. Et nous allons voir si ces éléments positifs se confirment vraiment. Pour que la reprise se manifeste clairement et se déploie, il faut qu'un certain nombre de conditions. Parmi ces conditions, il y a la confiance
des consommateurs et des investisseurs, le fait que la monnaie soit sous la bonne garde des 9 sages est un élément de confiance. Hier, la plupart des grandes banques centrales ont baissé les taux d'intérêt, sauf l'Allemagne et sauf la France. Alors pourquoi et jusqu'où, selon vous, peut aller ce mouvement général de baisse des taux d'intérêt ? Je ne vous dirai rien, c'est un privilège de banquier central, si vous le permettez, sur ce que nous ferons à l'avenir. Je peux simplement noter qu'au cours des mois passés, la stratégie de crédibilité monétaire qui va être renforcée naturellement par le fait que les 9 sages ont appliqué la loi que vous avez rappelée vous-même, elle va être renforcée. Et ce que j'ai observé au cours de ces derniers mois, c'est que nos taux de marché, les taux qui sont effectivement ceux que l'on peut trouver sur le marché pour une entreprise par exemple, ont baissé régulièrement et de manière importante. Et plus qu'on ne l'imagine. Par exemple, je ne crois pas que vous savez vous-même qu'aujourd'hui, au moment où je parle, parmi les 7 grands pays industrialisés, la France est avec l'Allemagne, si je mets le Japon à part, la France est avec l'Allemagne celui des 7 qui a les taux à 5 ans les plus bas. Donc je ne vous repose pas la question pour savoir si ça va continuer. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le gouverneur, d'avoir réservé à France 2 la primeur de vos explications, après donc la promulgation de cette loi qui donne l'autonomie à la Banque de France. Moi qui vous remercie, Bruno Mazur. La guerre en Bosnie, maintenant, les bombardements ont légèrement baissé d'intensité à Sarajevo aujourd'hui, vendredi, jour du Noël orthodoxe observé par les Serbes. Le bilan est tout de même de 7 civils tués et de 24 blessés. L'aéroport est toujours fermé pour la 3e journée consécutive et Sarajevo est toujours sans eau ni électricité. Michel Monponté. Dans le quartier serbe de Sarajevo, Gorbavica, Noël aujourd'hui pour cette population serbe. Après 24 heures de folie meurtrière, le déluge de feu a très nettement baissé d'intensité peut-être seulement le temps d'une prière pour permettre à Sarajevo de compter ses morts, de panser ses plaies. Bilan de la seule journée d'hier, une dizaine de morts, 70 blessés. Il est tombé 1300 obus en 24 heures sur la ville. Mais de tout cela, de ce drame bosniaque, les membres de l'OTAN qui se réunissent lundi prochain à Bruxelles n'auraient pas parlé sans l'intervention ferme de la France. La France qui a donc fait rajouter in extremis au menu de ce sommet le dossier bosniaque, un dossier qui initialement ne devait même pas être évoqué. Mais pour qu'une décision soit prise à Bruxelles, l'OTAN a besoin de l'engagement sans réserve des États-Unis. Mais les États-Unis jusqu'à présent n'évoquent que du bout des lèvres l'existence de ce dossier bosniaque pour Bruxelles. Tel M. Warren Christopher, le secrétaire d'État américain, interrogé cet après-midi par Jean-Marc Ilouz, notre correspondant à Washington. La Bosnie a toujours été prévue au menu des chefs de gouvernement à Bruxelles. Bien sûr, nous en parlerons. Ces derniers jours, j'ai d'ailleurs coordonné avec mes collègues européens et en particulier avec Alain Juppé. Vous verrez que la Bosnie sera traitée avec le sérieux et la gravité que mérite la situation sur le terrain. Je vous rappelle notre émission spéciale consacrée lundi soir à 20h50 au sort de Sarajevo, émission en triplex de Paris, Sarajevo et Bruxelles, qui sera relayée dans 120 pays avec à Paris Jean-Marie Cavada et dans la capitale bosniaque Claude Sérillon avec de très nombreux témoins. Une petite phrase du cardinal Lustiger a mis le feu aux poudres. L'archevêque de Paris a en effet rappelé qu'il avait signé, il y a maintenant 7 ans, un décret d'ouverture d'enquête pour la béatification de Jacques Fesch, meurtrier d'un policier qui avait trouvé la rédemption en prison avant d'être guillotiné en 1957. Une initiative qui n'est pas du goût de tout le monde, même les âmes les plus charitables. Commentaire de sœur Anne Mourgue. C'était un meurtrier au visage d'ange, un faible diront ses proches, bon à rien, paresseux. Février 54, Paris, rue Vivienne. Jacques Fesch agresse un agent de change, puis tue de plusieurs balles de pistolet un gardien de la paix qui le poursuivait. Obsèque nationale pour le fonctionnaire. Pour l'assassin Jacques Fesch, un procès passionné, un verdict sans appel, condamné à mort, guillotiné, il avait 27 ans. Pendant 3 ans, dans sa cellule, en attendant d'être exécuté, Jacques Fesch découvre la foi, se repent. Il écrivait des choses comme « je crois en Dieu, je pars apaisé », enfin des choses comme ça, terribles, vous savez, disant qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il avait fait, que j'ai agi dans un moment de furie, de colère imprévisible et incroyable,
Mais on sentait que tout ça était vrai. Pas question pour l'Église d'en faire un héros, juste faire passer un message. L'Évangile n'exclut personne. Il s'adresse à tous ceux qui ne donnent aucun sens à leur vie, à ceux qui se sentent le plus loin, désespérés. Eh bien, il y a toujours une conversion possible. Et en tout cas, que Dieu les aime. L'amour de Dieu, oui, mais pour le principal syndicat de policiers, faire d'un criminel un saint, plutôt choquant. Ça me choque un petit peu quand même. Car mort d'homme et mort de policier, c'est quand même grave. Le cardinal Lustiger aurait pu trouver quelqu'un d'autre. Car il y a tout un tas de gens qui, au travers de leur activité militante de terrain, font du bien à tout un tas de personnes tous les jours, et ce, pendant des années, des années, des années. Le journal intime de Jacques Fesch, ses confessions, iront à Rome avec le reste du dossier d'ici 5 ans. Verdict, probablement pas, avant plusieurs siècles. Grande première juridique à Bordeaux, un client non-fumeur a porté plainte contre la propriétaire d'un restaurant en infraction avec la nouvelle loi sur la tabagie dans les lieux publics. Reportage Gilles Marinet, Bertrand Michaud. Bordeaux, la propriétaire de l'auberge bavaroise, est connue comme une personne de caractère doublée d'une grande fumeuse. Ici, la tabagie a régné sans partage jusqu'à ce qu'un client brise le consensus. Un client arrive et vous demande une table non-fumeur. Alors, qu'est-ce que vous lui avez répondu ? Alors là, c'est très délicat, mais j'ai répondu franchement que je n'ai pas de salle non-fumeur. Colère du client, menace et finalement dépôt d'une plainte. La restauratrice risque de 5 000 à 10 000 francs d'amende, une première depuis l'instauration de la loi E20 du 10 janvier 1991. Une première aussi parce que, contrairement à ses collègues, Simone Puyercos refuse ce qu'elle appelle l'hypocrisie du secteur non-fumeur qui, selon elle, ne protège en rien la santé. On pose un panneau fumeur et non-fumeur et le client est content, très bien. Jusqu'au jour où le client va se rendre compte que dans l'espace non-fumeur, il y a autant de fumeux que dans l'espace fumeur. Je ne sais pas si dans ces cas-là, le client va être content. Rien en effet dans la loi pour obliger à séparer concrètement avec des cloisons les lieux fumeurs et non fumeurs. Rien non plus concernant les surfaces respectives, un flou dont Simone Puyercos sait tirer argument. J'attends qu'on vienne me dire à quel endroit je dois placer les non-fumeurs. À son tour, la restauratrice a déposé plainte contre son client. À la justice maintenant d'essayer d'y voir clair dans cette affaire passablement enfumée. Les Bidas en folie, version 94. On observe actuellement un formidable embouteillage aux portes de nos casernes. Résultat, ils sont environ près de 20 000 jeunes à avoir vu leur incorporation repoussée au mois d'avril ou mai, alors qu'ils avaient pour certains des promesses d'embauche ou encore des projets universitaires à la sortie du service militaire. Reportage Pascal Doucet-Bon, Bernard Puissesseau. Plutôt embêté, Jérôme. Ce cuisinier de 21 ans devait être incorporé en février prochain pour effectuer son service militaire. Du genre prévoyant, il avait cherché un emploi et décroché une promesse d'embauche pour décembre prochain, dès la fin de son service. Mais le mois dernier, Jérôme a reçu un courrier du service national. Votre incorporation est reportée au 1er avril. Problème. À 3 semaines du 1er février, je ne sais toujours pas si je pars ou si je pars pas. Et que bon, en partant au mois d'avril, je finirai mon service au mois de janvier. Et donc ma place pour le mois de décembre serait fortement compromise. Selon un décompte officieux, il serait 19 000 dans le cas de Jérôme, soit 40% de la classe de février, la plus nombreuse. Au ministère de la Défense, on promet de faire face. 2000 jeunes pourraient finalement être appelés dès février. C'est encore loin du compte. En fait, l'armée se retrouve devant un véritable embouteillage à cause du trop grand nombre de demandes de report. Tout cela pourrait bien se terminer par quelques exemptions pures et simples. Certains échapperont donc peut-être au service, mais ça, c'est un sujet tabou. Hier, jour de l'Épiphanie, nous avons vu arriver 3 rois mages. Aujourd'hui, 2 nouveaux directeurs généraux pour France Télévisions nommés en conseil d'administration par le nouveau PDG Jean-Pierre Elkabbach. Directeur général de France 2, à gauche de votre écran, Raphaël Hadas-Lebel, conseiller d'État, 53 ans, qui a appartenu à plusieurs cabinets ministériels où il suivait les affaires sociales. Raphaël Hadas-Lebel était secrétaire général d'Elf Aquitaine. Il n'a plus le pétrole, mais il a plein d'idées. Nouveau directeur général de France 3, Xavier Gouillou-Beauchamp, 56 ans, préfet, ancien PDG de la Sofirad et de TDF, et qui a été notamment chargé auprès de François Léotard de préparer la loi privatisant TF1.
Un peu à l'image de Monica Seles, la championne américaine de patinage artistique, Nancy Kerrigan vient de connaître une bien désagréable aventure. Elle a été victime d'une agression alors qu'elle regagnait le vestiaire après l'entraînement. Un homme qui a pu s'enfuir l'a frappée violemment à hauteur du genou avec un pied de biche ou une batte de baseball. Médaillée de bronze aux tout derniers Jeux Olympiques, Nancy Kerrigan a été contrainte de renoncer à ces championnats des États-Unis, mais elle pourra même peut-être participer aux Jeux Olympiques. Image beaucoup plus souriante et toujours en patinage artistique, celle du grand retour d'un couple de vétérans, Jen Torvill et Christopher Dean, sans conteste les plus grands danseurs sur glace dans les années 80. Ils reviennent à la compétition amateur, entre guillemets, ils survolent déjà le championnat de Grande-Bretagne. Commentaire Christian Marimono. Jen Torvill, Christopher Dean, les célèbres patineurs britanniques, médaillés d'or aux Jeux Olympiques de Sarajevo en 1984. 10 ans après, ils ont décidé de remettre leur talent sur la glace pour les JO d'hiver le mois prochain en Norvège. Hier à Sheffield, ils se sont joints aux autres couples à l'entraînement. Christopher Dean, ancien mari de la championne Isabelle Duchesnay, a eu l'idée de reprendre la haute compétition. Un bonheur partagé par son ancienne complice, la pétillante Jen. Les vétérans, 71 ans eux deux, n'ont rien révélé de leur nouvelle technique. Ils se sont contentés d'annoncer la musique sur laquelle ils évolueront, histoire d'amour. Après tout, la rumba, c'est la danse de l'amour. Déception pour les champions britanniques actuels qui voient tout espoir s'envoler. Demain, Jen et Christopher dévoileront leur numéro avant les Jeux Olympiques. Au même titre que Le Petit Chaperon Rouge ou encore Gulliver, les aventures de Pinocchio font bien sûr partie des chefs-d'œuvre de la littérature enfantine. Une version théâtrale des aventures de la petite marionnette vient d'être montée à Chaillot, à Paris. Reportage Vincent Guérard et Pascal Pueyo qui ont gardé leur âme d'enfant. Pinocchio. Quel enfant au monde ne l'aurait pas reconnu? Bien sûr, il n'a rien d'une tortue ninja ou de Goldorak, il tient simplement d'un bout de bois. Il est donc tête de mule, et fripouille et affreux Jojo. Et comme Pinocchio ne passe pas à côté d'une seule bêtise, il a tout pour plaire. Déjà tu manques de respect à ton père. J'ai mal, mon enfant. Oui, 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 très mal. Oh. Comment il est, Pinocchio? En bois? Oui. Ma, tu puoi camminare adesso, Pinocchio. Gentil, mais un peu désobéissant. Tu n'as donc pas peur de la mort? Je préfère mourir que de voir cette potion amère. C'est le méchant petit bonhomme qui désobéit, qui n'est pas dans le cadre, qui n'est pas dans la morale, et qui subit du coup énormément d'avanie, quoi. Non, je ne veux pas y aller. En 1883, son inventeur, Carlo Collodi, lui donne vie sur le papier, mais ne lui épargne vraiment rien. Volé, transformé en chien de garde, pendu, il affronte les pires épreuves de la vie. Devenir un vrai petit garçon ne s'accomplit pas en un tour de main. Comment alors ne pas lui pardonner ses erreurs et ses mensonges? Oh mon nez! Je n'ai jamais dit des mensonges. Tu sais que ton nez s'allonge? Tu mens, ton nez bouge. J'ai voulu parler de ça. En fait, c'est pas les enfants qui mentent. Les enfants mentent, mais innocemment. Le mensonge des parents et des adultes est plus grave, je trouve. À la dernière page du livre, Collodi fait dire à Pinocchio « Je suis content de devenir un petit garçon comme il faut. Mais comme j'étais amusant quand j'étais un pantin. » Vous avez toute la nuit pour méditer cette réflexion. Rapidement, ces deux dernières informations avant de vous souhaiter le bonsoir. Au Colorado, aux États-Unis, une banque n'a rien trouvé de mieux à offrir en cadeau à ses clients en guise d'intérêt sur leur compte épargne que des pistolets et des fusils. Et puis cette information qui va particulièrement intéresser Valérie Maurice qui nous présentera le point route dans quelques instants. En Israël, les autorités font feu de tout bois pour culpabiliser les chauffards. Partout sont placardées de grandes affiches où l'on peut lire, et je n'invente rien bien sûr, les automobilistes qui foncent sur les routes ont des petits pénis. Dernier journal vers 23h30, suivi du chef-d'œuvre de Sacha Guitry, le roman d'un tricheur. Bonne fête au Raymond dans quelques secondes. Avant Valérie Maurice, la météo, Nathalie Riouet avec
je vous le disais, un timide retour du soleil. À demain 13h, excellente soirée, merci.